Bienvenue à toutes et tous dans cette formation Aviation et justice climatique, qui est donc le premier module de formation du réseau Rester sur Terre. Donc le réseau Rester sur Terre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un réseau qui a été fondé en 2016 à Vienne et qui est un réseau donc mondial de plus de 200 collectifs membres à travers le monde. Et la branche française donc que je coordonne eh bien, regroupe 26 collectifs membres et 26 membres individuels. C'est un hasard que ce soit les mêmes chiffres à l'heure actuelle, du coup en 2026. Les membres de ce réseau, en fait, eh bien, se sont rassemblés pour militer pour la réduction du trafic aérien et pour des modes de déplacement plus soutenables et plus justes. Et donc, elle regroupe à la fois des ONG, des associations, des collectifs qui luttent contre des extensions d'aéroports ou contre des projets de biocarburants. Donc en France, par exemple, on a des collectifs en lutte contre l'extension de Roissy ou contre des projets de biocarburants à Lac dans les Pyrénées-Atlantiques ou encore de e-SAF, donc de e-carburant. On en parlera sûrement plus longuement la semaine prochaine à Rouen. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de se rassembler pour être plus fort, pour lutter contre cette grosse machine du secteur aérien qui n'en finit plus de tenter de faire augmenter le trafic et qui eh bien, mène des campagnes pour essayer de faire croire que tout va bien, alors que non, tout ne va pas bien. On va le voir ensemble lors de cette formation. Euh, cette formation, elle est vraiment assez complète puisqu'elle elle est constituée de 6 modules. Donc, le premier aujourd'hui va vous rappeler les grands faits, les grandes données autour de pourquoi est-ce que le trafic aérien eh bien, pose un problème de justice climatique et donc pas seulement un problème environnemental, mais un problème véritablement humain. Ensuite, la semaine prochaine, on verra les stratégies qui sont mises en place par le secteur pour tenter de se faire passer pour vertueux. Donc on établira un petit peu pourquoi toutes les solutions qui sont mises en avant par le secteur sont fallacieuses. Et puis ensuite, le troisième module nous montrera des pistes de solutions. Donc, comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre des politiques qui permettent de réduire le trafic de manière juste et efficace. Dans un quatrième module, on parlera de la transition juste des salariés du secteur. Donc, je sais que dans la salle, il y a quelqu'un qui est intéressé par cette question de la bifurcation. Peut-être que vous êtes même plusieurs à être intéressé par cette question-là. Elle est essentielle puisqu'en fait, c'est pas possible de faire avancer le secteur vers un autre modèle si on n'implique pas les salariés de ce secteur même. Et puis, on a un cinquième module de formation qui vise à donner des clés pour réduire les déplacements professionnels dans les entreprises, dans les organisations, dans les associations ou n'importe, hein, dans les clubs sportifs, je ne sais pas. Et donc, cette formation-là, on la verra en cinquième, donc le 17 février. Et enfin, le sixième module, si vous souhaitez y participer, permet de devenir multiplicateur ou multiplicatrice du réseau Resté sur Terre, c'est-à-dire à votre tour de donner les formations, donc de venir vous emparer des contenus que je vous présente ici et de pouvoir les transmettre. Il faut bien noter que vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même chose que moi, là, ce que je fais maintenant. Il y a plein d'autres contenus, en fait, qui sont rattachés à ce contenu-là et qui peuvent être dont vous pouvez vous emparer. On a notamment un jeu de plateau. On a aussi une conférence grand public qui est un peu plus facile à prendre en main que les contenus que je vais présenter là. Et d'autres types d'événements ou d'interventions peuvent être envisagés, bien sûr. Donc ça, ce sera la dernière formation le 24 février. Dans tous les cas, on se retrouvera toujours au même lien et j'espère que vous resterez nombreux et nombreuses jusqu'au bout. Faudra pas hésiter si vous êtes intéressé par une session mais que vous ne pouvez pas la suivre à me le dire pour que j'essaye de faire en sorte de vous transmettre quand même l'essentiel. Pour ce soir, c'est beaucoup moi qui vais parler.
Il y aura un petit quiz au milieu, mais c'est beaucoup moi qui veux parler. En revanche, pour les autres sessions, on invitera des personnes à témoigner également de leur lutte ou de leur parcours. Je vous rappellerai ça dans un petit mail prochainement pour que vous ayez un petit peu en tête qui viendra aussi eh bien, donner l'exemple de son parcours, de son témoignage. Aujourd'hui, donc je vais beaucoup parler et ça va se faire en deux très grandes parties, enfin une petite et une très grande. La première, c'est une introduction à la communication. Parce qu'en fait, le travail qu'on va faire ce soir, d'expliquer les messages du réseau Resté sur Terre, eh bien, il s'est basé sur un travail plus complet d'affinage de comment est-ce qu'on peut rendre opérant en fait nos narratifs. Et donc, c'est une petite introduction au narratif et à la manière de cadrer le débat que l'on souhaite faire advenir. Et puis ensuite, je vous présenterai du coup nos 5 nouveaux narratifs et les faits et les chiffres qui les étayent. Donc, vous verrez un petit peu, vous aurez un peu la doxa du réseau Resté sur Terre en 5 grandes sous-parties. Euh, Ce qui est important, c'est de savoir que ces formations, elles proviennent plus globalement d'un guide, enfin d'un travail en fait de synthèse qui a été fait en 2021 et qui a été traduit en 5 langues. Donc, si vous voulez aussi aborder les choses d'une autre manière, il existe donc ce guide Destination commune que vous pouvez retrouver sur notre site internet, qui existe également en papier. C'est un guide assez complet d'une centaine de pages où vous retrouvez aussi des témoignages, pas mal de chiffres bien évidemment, et des manières de présenter les choses pour mieux communiquer et mieux parler de réduction du trafic aérien. Comme ça a été publié en 2021, les chiffres qui sont dans ce guide sont parfois différents des chiffres que je donne dans la formation parce que les chiffres de la formation ont pu être mis à jour alors que les chiffres du guide ne sont pas mis à jour. Mais pour autant, ça reste un guide très très intéressant et je vous redonnerai le lien un peu plus tard pour que vous puissiez le consulter. Je le mettrai également en commentaire pour les gens qui regardent en différé la vidéo. Et donc, ce guide, voilà, a donné lieu à ces 6 formations, mais aussi donc à un réseau de personnes qu'on appelle multiplicateurs, multiplicatrices, et qui peuvent à leur tour donner ces formations. Si tout est clair pour vous, eh bien, je vous propose de commencer notre voyage à terre, bien évidemment, en faisant une brève introduction sur les narratifs et le cadrage. Alors, je vous propose de mettre dans le chat la réponse à cette question. À votre avis, qu'est-ce qui est important dans la communication, dans le travail de communication? Qu'est-ce qui fait une bonne histoire? Euh, qu'est-ce qui fonctionne en termes de communication? Et oui, Joël, vous aurez tous les documents à la suite de cette formation. Peut-être pas immédiatement, parce que je ferai au fur et à mesure, mais voilà, vous les aurez. Alors, qu'est-ce que vous me répondez? Euh, il faut donner envie, il faut de l'émotion, du storytelling. Euh, Est-ce que tu peux préciser, Leonardo, éventuellement, le storytelling, ce que tu entends par là? Ne pas donner de leçons, il faut que ça se termine bien, il faut avoir une belle accroche et un vocabulaire clair. Oui. Euh, il me manque un tout petit élément dans tout ça. Euh, il y a, il faut étonner, oui, c'est vrai, il faut surprendre parfois. Pas forcément, mais en tout cas, ça peut être une émotion. Se sentir impliqué, concerné, ouais, c'est vrai, tout à fait. Se baser sur des faits, oui, toujours. On va pas inventer des choses, là, c'est clair. Vulgariser, savoir se mettre à la place de l'autre, c'est vrai, ouais. Storytelling, transformer le message en créant une histoire percutante. Oui, donc pas seulement dire il faut réduire le trafic aérien, mais le montrer en quelque sorte et l'expliquer avec une histoire plutôt qu'avec
eh bien, du, une matière un peu froide. Être synthétique, impliquer les gens, raconter une histoire avant d'asséner des chiffres, être à l'écoute. Oui, tout ça c'est vrai, mais il y a un truc aussi sur lequel on veut vraiment attirer votre attention dans le cadre de cette formation, c'est que une bonne histoire est souvent liée à un récit plus large. C'est-à-dire qu'elle fait écho à des modes de pensée, des cadres de pensée, des schémas, des valeurs, un méta-narratif finalement qui est préexistant et qui rappelle quelque chose aux gens. Donc, en fait, ça, c'est le travail, c'est un travail enfin, qu'on a fait, qui est basé sur le travail d'un sociologue américain qui s'appelle Georges Lakoff. Et l'idée, c'est de montrer que, en fait, une histoire, elle est opérante seulement si on la cadre bien et si elle transmet aussi des choses qui disent déjà d'elle ce qu'on veut dire. Je m'explique. Par exemple, si vous utilisez le vocabulaire de l'extrême droite pour essayer de promouvoir des valeurs d'entraide, de partage, de solidarité, ben ça va pas marcher parce que vous vous êtes déjà placé dans un cadre idéologique avec leur vocabulaire qui infirme finalement ce que vous êtes en train d'essayer de faire. Et donc là, c'est pareil. On essaye de raconter des histoires, mais en prenant les bons termes, en prenant le bon cadre de pensée pour pouvoir transmettre ce qu'on veut transmettre. Et donc, un récit, c'est un système d'histoires qui se répondent les unes les autres et qui s'articulent dans un métanarratif donné. Donc pour rendre ça plus concret, je vais vous donner un exemple très très simple. On vit dans un système où le métanarratif assez dominant, c'est le progrès. En gros, tout ce qu'on ferait aujourd'hui serait lié à un sens de l'histoire et les choses iraient toujours dans le bon sens. Et quoi qu'on fasse, en fait, on est constamment en train de progresser. Si on utilise de l'IA et qui utilise énormément de ressources et beaucoup d'eau, eh bien, on est en train de progresser. Même si c'est pour faire je sais pas moi, des vidéos rigolotes qui vont ensuite consommer encore plus de place dans les data centers et que c'est pas forcément pour soigner des gens. Bref, on vit dans ce métanarratif-là qui irrigue à peu près toute la pensée dominante à l'heure actuelle. Et donc, par exemple, appliqué à l'aérien, eh bien, ça donne que les innovations technologiques vont forcément permettre de faire face à la crise climatique avec un cadrage, par exemple, qui est utilisé par le secteur sur les carburants durables ou alternatifs pour l'aviation, la fameuse décarbonation, des soi-disant objectifs ambitieux, etc., etc. Et donc, si j'utilise globalement ces termes-là, eh bien, en fait, ils sont puissants. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà reliés à une très grande histoire que les gens se racontent collectivement et qui fonctionne. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire, et c'est très dur, et ben, c'est que on essaye justement de raconter une autre histoire, mais pour pouvoir la raconter, il faut se rattacher à des choses que les gens connaissent. Donc ça peut être des valeurs de solidarité, ça peut être des valeurs d'entraide, ça peut être des valeurs euh, euh, de respect de la planète et des vies, etc., etc., pour pouvoir en fait faire comprendre que à l'heure actuelle, l'aviation est en train de dépasser des limites qu'elle ne devrait pas dépasser. Donc, par exemple, pour vous montrer l'importance du cadrage, ben, si on vous dit qu'une patiente souffre d'une maladie rare et on vous demande si elle doit subir une intervention chirurgicale complexe, si on prend deux groupes de population et qu'à un groupe on dit qu'elle survivra avec une probabilité de 90% et à l'autre on dit qu'elle mourra avec une probabilité de 10%, eh bien évidemment,
on constate que le groupe 1 a tendance à vouloir procéder à l'opération en majorité, alors que le groupe 2 ne le souhaite pas, alors qu'on leur a donné les mêmes chiffres. Mais on les a juste pas donnés pareil. Et on a donc opéré un cadrage, un recadrage de l'information pour faire en sorte qu'elle soit comprise d'une manière ou d'une autre par le groupe. Pourtant, on a donné exactement les mêmes chiffres. Donc, il se trouve que là, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est arriver à recadrer l'aviation comme, en fait, un système qui va être un système prédateur, qui va être un système qui essaye, euh, comme dans tous les autres secteurs, hein, globalement, de maximiser le profit au détriment de la vie sur Terre, enfin du vivant et d'un certain nombre de communautés qui vont être marginalisées. Donc, voilà, le cadrage, c'est un processus qui consiste à utiliser certains cadres lorsque nous parlons, et ça peut être conscient, mais ça peut être inconscient aussi. Donc, quand on recadre, eh bien, en fait, on effectue consciemment ce recadrage. Et par exemple, moi, vous m'entendrez très rarement dire transport aérien. Je vais plutôt avoir tendance à utiliser le mot trafic aérien. Parce que cette expression-là, elle va avoir une connotation qui est un peu plus négative, enfin, en tout cas qui véhicule plus l'idée d'un flux incontrôlable, de beaucoup, 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 et pas forcément de la question de simplement la mobilité. Qui est bien loin en fait de ce qu'espère achever le trafic aérien à l'heure actuelle, enfin le secteur aérien à l'heure actuelle. Euh, donc voilà, par exemple, un recadrage que le réseau Stay Grounded avait effectué sur X, donc l'IATA, donc l'Association internationale du transport aérien, qui célébrait la journée de l'aviation et qui célébrait effectivement des choses que l'aviation a effectivement apporté, hein, on ne le nie pas. On dit juste que l'aviation se présente toujours sous un jour excessivement positif et fait en sorte justement de masquer, d'escamoter un certain nombre d'aspects négatifs. En l'occurrence, à l'époque, c'était la transmission du Covid qui se faisait aussi par avion. C'était bien évidemment la pollution qui est liée à l'aérien. C'était aussi les renflouements massifs du secteur qui ont été faits sans contrepartie sociale ni environnementale euh, à cette époque-là. D'ailleurs, c'est encore le cas maintenant puisque euh, je ne sais plus quelle compagnie souhaite qu'on efface sa dette. Donc voilà, l'idée avec ce recadrage, c'est de montrer que le secteur aérien, eh bien, montre seulement une certaine facette, un certain visage, et que ce visage n'est pas suffisant, n'est pas en fait complet. C'est Air France qui a effectivement demandé à ce qu'on efface sa dette. Merci Anthony. Donc pourquoi les cadres et narratifs sont importants? Petit récapitulatif, ils façonnent notre façon de penser et de parler du monde et ils influencent donc nos actions. Et on a besoin d'eux pour créer une vision, la vision d'un monde meilleur que nous voulons construire. Et on vise des narratifs qui parlent réellement de changement social et de justice climatique, et pas de saupoudrage. Et en l'occurrence, du coup, ce qu'on essaye de faire, c'est montrer que l'aviation est un exemple particulièrement grave d'injustice climatique. Et je vais vous le montrer dans les prochaines slides. Pour aller plus loin, on a une bibliographie autour du travail de Georges Lakoff et d'un certain nombre d'autres ressources que vous pouvez retrouver qui sont assez intéressantes sur cette question du cadrage et du recadrage. Est-ce que tout va bien pour l'instant? Donc voilà, c'était vraiment une petite intro sur pourquoi est-ce qu'on parle comme ça, pourquoi ce projet de communication et de formation. Et vous retrouvez aussi dans le guide, dont je vous partagerai le lien à la fin, vous trouvez aussi dans le guide des propositions de reformulation. Alors, on ne voit rien. Attention.
on voit rien. Mais voilà, pour essayer de ne pas dire, par exemple, vol neutre en carbone ou voyage à petit budget, compagnie aérienne low cost, mais d'essayer de recadrer en fait cette réalité-là dans quelque chose qui parle de l'ensemble des facettes de cette voilà. Maintenant qu'on a vu ça, je vais vous proposer du coup de découvrir nos 5 narratifs qui donc sont aussi consultables dans le guide et je vais vous expliquer pourquoi du coup on a fondé ces narratifs-là. Donc, on a le narratif en l'air et contre tous, destination commune, l'avion vert c'est à terre, atterrir en douceur et profiter pleinement du voyage. Un grand merci à la personne qui vient de partager le lien vers le guide, c'est super gentil. Donc, c'est effectivement ce lien-là qu'il faut aller voir. Je vais vous parler d'abord du narratif destination commune, parce que c'est vraiment le narratif le plus complet, entre guillemets, qui est le squelette de ce qu'on essaye de faire et de ce qu'on raconte à rester sur Terre. Donc, ce narratif, il se base sur le constat de l'injustice climatique. Donc, qu'est-ce que l'injustice climatique? Eh bien, c'est en fait le fait que les communautés qui ont le moins contribué à la crise climatique sont déjà celles qui souffrent le plus de ses conséquences. Concrètement, en fait, les pays du Nord, et en particulier les personnes les plus riches parmi les plus riches dans le monde, eh bien, sont les personnes qui polluent le plus et à l'inverse, ce sont celles qui sont le plus à l'abri des catastrophes climatiques, des événements climatiques extrêmes qui se produisent déjà et qui vont être amenés à se multiplier dans les années à venir. Et à l'inverse, eh bien, les pays du Sud global et les personnes les plus précaires, les plus pauvres, sont celles qui ont le moins contribué à la crise climatique et qui en subissent le plus les conséquences. Donc, on a véritablement ici une double injustice euh, qui, je pense, est de mieux en mieux connue dans le grand public, mais qui n'est pas forcément bien traitée. C'est-à-dire que j'ai l'impression, moi, que quand on parle de ça, euh, les gens se disent toujours un peu, oui, mais bah tant pis, c'est comme ça, enfin, c'est pas de chance. Mais en fait, c'est pas de chance, c'est que c'est véritablement systémique. C'est-à-dire que c'est parce que ces personnes sont moins riches qu'elles polluent moins. Et c'est parce que il y a des milliardaires que en fait ces personnes sont amenées à consommer plus et à polluer plus. Donc véritablement, pour tordre le cou à ce mécanisme-là, bah, il faut réduire les inégalités, mais il faut aussi s'attaquer secteur par secteur à des émissions qui vont être significatives. Et c'est pour ça que l'aviation est en particulier le secteur sur lequel on souhaite se battre. Euh, donc le mouvement pour la justice climatique, il tire sa source dans le mouvement pour la justice environnementale. Et il y a un principe de base, c'est qu'il reconnaît les droits de tous les êtres et de l'ensemble de la planète vivante. Donc pas seulement des humains, mais aussi des êtres vivants et même de l'ensemble de la planète. Donc ça peut être aussi reconnaître les droits des fleuves, des écosystèmes, etc., etc. Il reconnaît aussi qu'il y a des inégalités profondes et interdépendantes dans le système économique actuel et dans le système politique actuel, et qu'il y a une responsabilité historique du Nord géopolitique dans la crise climatique. Je vais vous en reparler juste après avec quelques chiffres. Et donc, pour changer ça, il faut une transformation systémique donc du système, et remettre en cause en fait la manière dont fonctionne à l'heure actuelle le pouvoir, qui bloque tout changement social.
Donc ça suppose une nouvelle économie, ça suppose d'être tourné vers les besoins et une bonne vie pour tous et toutes, et des conditions de vie durables euh, et dignes pour tous et toutes, et donc pas du tout ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle. On est bien conscient que prendre le seul problème de l'aérien, ça va pas solutionner. Enfin, disons que c'est intrinsèquement lié à un changement sociétal plus profond. Pour autant, on pense, nous, à rester sur Terre et à stay grounded, que c'est indispensable aussi de tirer la sonnette d'alarme sur ce sujet-là en particulier, parce c'est un exemple paradigmatique, en fait, de l'injustice actuelle. Et en réfléchissant à cet exemple-là, eh bien, on peut mettre en lumière les excès qui sont faits dans d'autres secteurs ou qui sont faits plus globalement. Et réfléchir, du coup, à quelle société, à quelle économie on souhaite. Sur la responsabilité historique du Nord géopolitique, euh, on a ce petit graphique qui reprend une étude de Jason Hickel qui est parue en 2020 et qui examine les émissions territoriales donc des différents États de 1950 à 1969. Et puis ensuite les émissions basées sur la consommation de 1970 à 2015 pour chaque pays. Et en fait, il calcule de, la part d'émissions pour chaque pays qui occasionne un dépassement, enfin qui va occasionner un dépassement du seuil de 1,5 degré Celsius. Et il se trouve que du coup, le nord géopolitique, le nord global, a dépassé de 92% sa juste part d'émissions de CO2. Donc en particulier les USA avec 40%, mais aussi l'Europe et le Royaume-Uni avec 29%. À l'inverse, les pays du Sud ont dépassé de seulement 8% leur juste part d'émissions. Oui, les références bibliographiques et les références des données utilisées, elles sont dans les... En fait, toute la formation est disponible ensuite pour que vous puissiez la donner si vous le souhaitez. Et donc, on vous donne à la fois le script, enfin le support, le script, les sources. Et donc, vous pourrez bien sûr vous y référer. Donc voilà, globalement ici, on constate qu'il y a une responsabilité historique des pays du Nord dans la crise climatique et que cette responsabilité, elle est très rarement considérée comme telle, même dans les COP. En fait, on n'a pas tendance à rendre enfin, on devrait, certains pays tentent de faire en sorte de mettre devant leurs responsabilités les États du Nord, mais c'est rarement le cas dans les faits, et en tout cas, voilà, ça n'a pas d'effet, ça n'est pas contraignant. Par ailleurs, donc, je disais aussi que donc, la situation géopolitique, il faut aussi la rapporter à l'intérieur des pays. Eh bien, à l'intérieur des pays, en fait, les 10% des plus riches sont responsables de plus de la moitié des émissions mondiales. Donc voilà. Et c'est une réalité qui est très concentrée, puisque en 2019, 1% des plus riches étaient responsables de 16% des émissions liées à la consommation mondiale. Donc 16%, tout secteur confondu. On verra ensuite le chiffre pour l'aviation, euh, qui en fait une réalité encore plus concentrée. Euh, donc, euh, donc voilà, donc globalement, on constate que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, et donc les pays et les individus les plus riches parmi ces pays doivent réduire leurs émissions beaucoup plus rapidement que les pays pauvres et beaucoup plus que les pays pauvres pour finalement qu'on arrive à résoudre la crise climatique. Et oui, effectivement, ces chiffres-là ne sont plus si récents. Il y a Oxfam publie un rapport sur les inégalités chaque année. Donc chaque année, vous pouvez retrouver ces chiffres-là. Effectivement, comme ça, les inégalités s'accroissent, la situation s'aggrave d'année en année.
Donc la question de la justice climatique, qu'est-ce qu'elle signifie? Eh ben, elle signifie qu'il faut une réparation pour les pays du Sud. Le Nord géopolitique a la responsabilité non seulement de réduire ses émissions, mais aussi de financer l'atténuation, l'adaptation et la compensation de ce qu'on appelle les pertes et dommages, c'est-à-dire en fait toutes les conséquences néfastes du changement climatique. En outre, ce qui est important de savoir, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'argent, il y a aussi des technologies, des transferts de brevets, l'annulation de la dette, etc., qui doivent être mis en œuvre pour pouvoir compenser la balance qui pour le moment est complètement déséquilibrée. Et il faut également une approche systémique de redistribution, de nouvelles politiques et de nouvelles institutions. À l'heure actuelle, le pouvoir étant aux mains d'États qui ont des velléités impérialistes, on voit bien que la solution est complètement bloquée. Euh, Est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce que vous avez quelques questions ou des remarques? Si vous le souhaitez, vous pouvez intervenir dans le chat. On peut faire un petit temps d'arrêt maintenant. Et si vous n'en avez pas, eh bien, je vais vous proposer un petit quiz qui va s'afficher sur vos écrans. Il y aura 3 questions. Alors, je vois pas de réaction à part des pouces. Donc, j'en déduis que tout le monde va bien. Et je vous propose donc ce petit quiz. Alors, est-ce que vous voyez le quiz sur vos écrans? Ben, dans ce cas-là, vous pouvez répondre. Je vous laisse... combien de temps je vous laisse? Euh, donc, je vais le lire à l'écran pour l'enregistrement, mais je vous laisse réfléchir en même temps. Donc, combien un vol aller-retour Londres-New York produit-il d'émissions comparé à une empreinte carbone annuelle durable? Donc, est-ce que c'est autant d'émissions pour le vol à New York que pour l'empreinte carbone durable? Est-ce que c'est 2 fois plus ou est-ce que c'est 5 fois plus? Ensuite, quel est le pourcentage de la population mondiale qui a pris un vol international en 2018? Est-ce que c'est entre 2 et 4%, entre 22 et 24%, ou entre 42 et 44% de la population mondiale? Et ensuite, la troisième question, selon les prévisions du secteur, le trafic aérien devrait avoir doublé d'ici soit 2043, soit 2050, soit 2063. Je vous laisse 5 minutes et puis pour l'instant il y a la moitié. Oh, mais vous êtes super rapide. C'est génial. C'est pas grave si vous n'avez pas la bonne réponse, c'est juste pour vous réveiller un peu. Allez, je vous laisse encore quelques secondes et je clôture. Est-ce que vous voulez un décompte? Non, c'est un peu bizarre. Je sais pas, c'est la première fois que je fais ça, alors j'ai envie de mettre du décorum. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. C'est fini. Je mets fin au sondage et je vous partage les résultats. Hop. Alors, j'espère que vous les voyez. Donc, sur la première question, combien un vol aller-retour Londres-New York produit-il d'émissions comparé à une empreinte carbone annuelle durable? Vous avez été 55% à penser que c'était autant d'émissions. 30% d'entre vous pensent que c'est 2 fois plus et seulement 15% pensent que c'est 5 fois plus. Eh bien, il se trouve que c'est 5 fois plus. Donc bravo aux 15% qui ont vu large.
Je vous explique dans la slide juste après cette stat. Quel est le pourcentage de la population mondiale qui a pris un vol international en 2018? Alors, personne n'a répondu entre 42 et 44%, c'est bien. Effectivement, il y a très peu de gens dans le monde qui prennent un vol, qui volent sur des vols internationaux. Et c'est même pas donc entre 24 et 20 entre 22 et 24%, mais c'est bien entre 2 et 4% de la population mondiale qui a pris un vol international en 2018. Donc, on a affaire, quand on parle d'aérien et en particulier de vol international, de mobilité internationale, à une réalité qui est eh bien, très, 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 très concentrée. Vous avez été 63% à le reconnaître. Et selon les prévisions du secteur, le trafic aérien devrait avoir doublé d'ici. Alors là aussi, vous n'êtes pas allé jusqu'à 2063. Je sens qu'on est sur des personnes qui sont informées dans la pièce. Mais la plupart d'entre vous pensent que le trafic aérien devrait avoir doublé d'ici 2050. Euh, Si le secteur achève ce qu'il se promet, c'est même en 2043 que ça aura doublé. Ça aura plutôt fait 2,5 en 2050. Donc là, vous êtes enfin, bon, 42% avaient la bonne réponse. Bravo tout le monde, merci d'avoir participé. Euh, J'espère que c'était intéressant. Ça montre en tout cas plusieurs choses que je vais commenter maintenant. D'une part, ça montre que eh bien, prendre des vols long courrier à tort et à travers n'est pas soutenable. En tout cas, pas compatible avec un mode de vie à 1,5 degré, mais ni même 2 en fait. Donc pourquoi ça? Eh bien parce que les émissions d'un long courrier, les émissions aller-retour d'un Londres-New York par passager, elles sont de l'ordre de 3,4 tonnes de CO2 équivalent. Donc vous avez un petit E à côté de CO2 sur ce graphique. CO2 équivalent, ça signifie que c'est l'ensemble de tous les gaz à effet de serre qui sont comptabilisés dans ce chiffre. Et j'explique juste après en quoi c'est super important de ne pas considérer uniquement le CO2 quand on parle d'avion. En l'occurrence, donc cette empreinte-là de 3, enfin ce chiffre-là de 3,4 tonnes, il est à comparer avec l'empreinte durable annuelle. Donc on a souvent en tête le 2 tonnes de CO2 par an et par personne. Ce 2 tonnes, il a l'avantage d'être très connu maintenant dans la société française, en tout cas pour les gens qui s'intéressent à cette question. Il a été pas mal mis à l'honneur par un certain nombre d'acteurs et notamment par le jeu qui s'appelle 2 tonnes. Euh, il faut savoir que ce 2 tonnes, pour nous, il n'est pas suffisant. D'une part parce que chaque année, on explose le budget carbone, donc en fait, il s'amenuise au fur et à mesure. Et par ailleurs, en fait, il est déjà assez... Enfin, il est pas pour 1,5 degré et enfin, il est pas suffisant en fait pour respecter une empreinte durable et une soutenabilité. Donc nous, on a tendance à considérer, je pourrais vous envoyer les sources, qu'il faut plutôt prendre du coup 0,7 tonnes de CO2 équivalent par an. Et donc ce 0,7, eh bien, c'est bien moindre que donc, les émissions d'un vol long courrier. Donc concrètement, ce qu'il faut retenir, quel que soit, enfin vous pouvez retenir les ordres de grandeur, mais en gros, quels que soient les chiffres qu'on prend, il faut retenir qu'on ne peut pas prendre un long courrier chaque année si on souhaite avoir un mode de vie durable. Et par ailleurs, ce qui est important à souligner, c'est que les personnes les plus vulnérables sur la planète ont une empreinte annuelle bien inférieure à celle de ce long courrier. Donc on a notamment voilà, l'empreinte par habitant l'empreinte par habitant en Inde qui est signifiée sur ce schéma. C'est déjà pas beaucoup, c'est 1,8 tonnes, mais dans certains pays, c'est encore moins. Euh,
D'autre part, donc sur la deuxième question, donc la question de qui a pris un vol international dans l'année, donc 2 à 4% de la population mondiale a pris un vol international en 2018. Il faut retenir, et ce chiffre, vous l'avez peut-être déjà en tête parce que il a beaucoup tourné maintenant, que c'est une petite minorité qui vole le plus fréquemment et qui donc a un impact démesuré. Seul 1% de la population mondiale est responsable de 50% des émissions des vols commerciaux, alors que 80% de la population mondiale n'a jamais mis les pieds dans un avion. Et voilà, ça montre donc je me réfère à la slide plus haut. Tout secteur confondu, on était à 1% de la population mondiale était responsable de 16% des émissions, tout secteur confondu. Quand on parle de l'aérien, 1%, 50%. Donc on est sur vraiment une réalité qui est encore plus concentrée. Euh, c'est une petite minorité de très grands voyageurs qui va avoir l'empreinte carbone la plus importante par rapport à ce secteur. Et là, on parle que des vols commerciaux, mais il faut évidemment pas oublier qu'il existe des jets privés. Euh, et donc, les utilisateurs de jets privés vont avoir une empreinte encore plus importante, puisqu'un vol en jet privé, il est 10 à 30 fois plus gourmand en carbone qu'un vol commercial, souvent parce que euh, il effectue des trajets à vide, ça, enfin, c'est pas du tout rentabilisé parce qu'on n'est pas plusieurs dans un avion. Et puis, les vols sont aussi parfois assez courts. Un rapport de Greenpeace avait montré que, en 2022, je crois, que, euh, que la moyenne des vols faisait 750 km, donc ce qui est quand même relativement enfin, facile à faire avec d'autres moyens de transport. Les passagers de jet privé payent aussi beaucoup moins de taxes, en particulier au Royaume-Uni. Et la croissance de ce mode de transport est malheureusement explosive. À l'heure actuelle, un vol sur 10 au départ de la France est un vol en jet privé. Donc globalement, voilà. Pardon. Euh, Vous dire aussi que, euh, en gros, un vol en jet privé par passager, ça va émettre en en 4 heures ce qu'une personne émet en une année, ce qu'une personne moyenne émet en une année en France. Donc on est véritablement sur quelque chose d'absolument insoutenable. Sur l'impact climatique de l'aérien, donc je vous disais tout à l'heure que c'était important de ne pas considérer que le CO2. Eh bien ça, c'est parce que en fait, lorsqu'il vole, l'avion va émettre aussi, enfin va produire aussi des traînées de condensation. Donc ce sont les traînées que vous voyez dans le ciel parfois après le passage d'un avion. Il se trouve que ces traînées, eh bien, donc, ce ne sont absolument pas des traînées chimiques, là-dessus, pas de complotisme. Ce sont des traînées de condensation, donc contrails, et pas chemtrails. Il s'agit en fait de petites gouttelettes de glace en suspension dans l'air qui vont en fait évoluer ensuite en cirrus, donc des nuages. Sauf que ces nuages, si l'avion n'était pas passé, ben, ils ne se seraient pas formés. Et ces nuages, ils vont avoir en fait un effet parce qu'ils vont piéger les radiations à l'intérieur de l'atmosphère. Donc c'est comme si vous rajoutiez une couche par-dessus. Si vous rajoutez une couverture sur votre couette, par exemple, il va faire un peu plus chaud, ça va piéger les radiations. Et en l'occurrence, ces effets-là, ils sont assez significatifs puisque on estime qu'ils vont tripler l'impact climatique des avions. Donc, au seul, euh, au seul CO2, il faut faire x3 pour pouvoir obtenir le véritable impact de l'aérien. Ce qui est intéressant, c'est que ces traînées-là, elles sont au contraire du CO2, elles ont une durée de vie assez limitée. C'est-à-dire que si on arrêtait là maintenant tout de suite
de prendre l'avion, eh bien, cette couette, elle va progressivement diminuer et s'amenuiser, euh, alors que le CO2, il reste des dizaines d'années dans l'atmosphère et donc le problème ne serait pas réglé. Pour autant, même si elle a cette durée de vie qui est inférieure, comme on rajoute tout le temps des couches et des couches et des couches, eh bien, l'effet ne s'estompe pas et il n'est pas du tout négligeable. Et donc, c'est important de retenir ça. Le problème, c'est qu'il y a énormément de controverses sur la méthode de calcul de l'impact de ces traînées de condensation. Le secteur souhaite souhaite évidemment qu'on ne lui impute pas un pouvoir réchauffant qui serait supérieur à ce qu'il considère avoir comme effet. Mais du coup, il a tendance à nier que cet effet soit aussi important. Et comme cet effet n'est pas pris en compte correctement, il n'est pas pris en compte non plus dans les politiques publiques qui visent à réduire les émissions du trafic. Donc voilà, là-dessus, on a euh, une fiche détaillée décrivant cet effet hors CO2 et son ampleur. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, ou bien je la mettrai aussi dans les références pour que vous y ayez accès directement. Dans notre quiz, souvenez-vous, on avait une troisième question qui était la question sur la croissance du trafic aérien et quand est-ce qu'il allait doubler. Eh bien, ça, c'est l'un des principaux problèmes que nous avons sur les bras, c'est que le secteur aérien se développe de manière très importante et que les émissions, en fait, même s'il y a eu des progrès technologiques qui ont été faits et que les avions sont bien plus efficaces que dans les années 80, eh bien, pour autant, ces progrès technologiques, en fait, n'ont pas permis de réduire les émissions puisqu'ils ont été engloutis par la croissance du trafic et les émissions de l'aviation mondiale, globalement, ont doublé depuis 1980 et ont augmenté de 33% entre 2013 et 2019 à cause de cette croissance. Donc là, à l'heure actuelle, ce que se promet le trafic après la crise Covid, ce que se promet le secteur après la crise Covid, c'est de repartir de plus belle avec ça dépend les régions du monde, mais globalement une croissance de l'ordre de 3,5%. Ça signifie un doublement tous les 25 ans. On devrait arriver à un doublement du trafic autour de 2043 euh, si les prévisions du secteur se réalisent. Et a priori, ce genre de prévision plutôt fiable. Euh, Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la construction d'aéroports ne cesse de s'amplifier. Pour pouvoir soutenir cette croissance-là, eh bien, le secteur installe des aéroports un peu partout dans le monde. Alors évidemment, ça c'est une réalité qu'on connaît moins quand on est en France ou en Europe, puisque globalement, il y a déjà suffisamment d'aéroports pour accueillir les avions. Donc on étend les aéroports, mais on n'en construit pas de nouveaux, pas depuis que Notre-Dame-des-Landes a été stoppée. Pour autant, dans le monde, c'est le cas un peu partout. Il y a des dizaines de projets de nouveaux aéroports au Mexique. À chaque fois, les populations qui sont installées sur un territoire sont juste considérées comme un obstacle à l'expansion du trafic aérien. Et donc, il y a énormément de communautés qui sont impactées parce que leur source de subsistance, eh bien, parce qu'on les déplace ou parce que telle forêt va être rasée qui était source de subsistance ou bien telles terres arables, etc. Et donc ça, c'est des choses que nous documentons dans une carte des conflits aéroportuaires que vous pouvez retrouver en ligne, qui s'appelle l'Atlas de la justice environnementale. Euh, et puis par ailleurs, outre donc les problèmes de droits humains et les problèmes de violation des droits humains
et de prédation sur les écosystèmes. Il faut savoir que le trafic aérien présente aussi un problème pour la santé. Alors d'une part pour les passagers et les passagères, en particulier les grands voyageurs, parce qu'il y a des maladies dues à l'exposition au bruit, à un certain nombre de germes, aux radiations. Le décalage horaire aussi produit du stress et peut avoir des impacts sur la santé des gens. Mais aussi et surtout, et là pour le coup, ce sont des personnes qui ne l'ont pas forcément, enfin qui n'ont pas choisi en fait d'avoir ces problèmes-là. Les personnes qui vivent à proximité des aéroports, eh bien, subissent constamment, nuit et jour, du bruit. euh, et sont soumises à des particules ultra fines. Et donc, en particulier, le bruit va avoir un impact sur leur santé puisque il y a un grand nombre de maladies chroniques, donc stress, diabète, maladies cardiovasculaires qui sont liées à l'exposition au bruit. Et puis, sur les particules ultra fines, il faut savoir que les avions vont émettre des particules ultra fines qui ne sont ni mesurées et donc pas réglementées à proximité de l'aéroport et que ces particules, comme elles sont les plus petites, eh bien, ce sont celles qui vont aller le plus loin dans l'organisme et donc qui vont provoquer le plus de dégâts. Donc, ce sont souvent des populations plus précaires qui vont habiter le plus près des aéroports et qui vont être soumises à, euh, à ces, à ces désagréments, enfin, ces effets néfastes. Donc voilà, un petit récapitulatif de ce grand narratif destination commune que je viens de vous présenter, qui en fait essaye de retracer comment est-ce que la majeure partie de la population, la majorité de la population souffre de l'expansion de l'aviation, qui est motivée en fait par le profit et par le maintien de certains vols pour une catégorie privilégiée de la population. Effectivement, même si le secteur va nous dire oui, mais de plus en plus de monde peut monter dans un avion, de fait, ça ne signifie pas que tout le monde aura accès à l'avion, bien au contraire, d'autant plus avec la raréfaction des ressources. Et donc, il y a véritablement un enjeu à recadrer la réalité qu'est le recours à l'avion dans une réalité plus globale de à qui profite le crime et à qui l'impact et il dessert. Euh, la croissance du trafic aérien, elle porte atteinte à la nature, à la santé et aux moyens de subsistance de communautés. Et donc, si on considère avoir une destination commune, tous et tout ensemble sur cette terre, eh bien, ce qu'on veut, c'est que tout le monde puisse s'épanouir et donc avoir des moyens de subsistance, soit respecté dans sa dignité humaine et puisse ne pas pâtir d'une activité qui lui est imposée. Et donc, c'est pour ça qu'on pense que les choix en matière de transport et de mobilité devraient être déterminés par les communautés elles-mêmes et qu'on puisse du coup faire en sorte d'avoir des modes de déplacement plus soutenables et plus justes. Donc, repenser en fait un monde avec moins d'avions. On ne dit pas bien sûr que l'avion est parfois utile, hein, mais pas avec autant d'avions que maintenant. Eh bien, ça permet justement d'imaginer, d'utiliser des ressources pour d'autres choses et développer un système de transport plus juste. Communauté, je veux dire, je parle essentiellement des communautés qui sont impactées par le trafic aérien dans le monde. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est ce que je disais sur la carte des injustices aéroportuaires. Il y a énormément de communautés qui sont déplacées ou menacées par la création de nouveaux aéroports, par exemple au Mexique ou en Asie du Sud-Est. Et ces créations de nouveaux aéroports, en fait, elles se font pourquoi? Parce qu'il y a une envie de la part des pays du Nord d'aller faire du tourisme là-bas. Et donc, en fait, ce qu'on ne voit pas quand on ne voit que de notre côté de la lorgnette, c'est que pour pouvoir faire grandir le tourisme à l'autre bout du monde, eh bien, on va avoir un impact sur les personnes, sur les écosystèmes
et donc sur les communautés. C'est ça que je veux dire quand je dis communauté. Je sais pas si c'est clair. Euh, Ok, super. Merci. Voilà pour le premier narratif. Donc c'était le plus long, le plus voilà, le plus costaud. C'est pour ça que, enfin, et celui qui est central. Je vais vous présenter maintenant les quatre autres narratifs un peu plus rapidement. Euh, Globalement, il y a des choses qui se recoupent évidemment entre ces différents récits, puisque bah, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avec une seule expression, ici destination commune, sous-entendre plusieurs tiroirs qu'on va pouvoir ouvrir. Et donc, parfois, les tiroirs se recoupent. Donc, je vais vous présenter le narratif En l'air et contre tous ou toutes. Donc, qui ici parle un peu plus du côté injustice dans un sens économique. Il faut savoir donc que le secteur aérien ou l'industrie aéronautique bénéficie d'énormément d'exonérations fiscales et en l'occurrence, quelque chose qui est maintenant assez connu et que je pense il est toujours bon de rappeler, c'est qu'il n'y a pas de taxe sur le kérosène, alors que n'importe quel autre carburant, bon, sauf le fioul lourd pour les navires, mais les autres carburants sont taxés. Donc, quand vous faites le plein dans votre voiture, eh bien, vous payez des taxes. Par contre, quand Air France remplit son réservoir de kérosène, eh bien, euh, ça n'est pas taxé. Donc, pas de taxe sur le kérosène à l'échelle de l'Union européenne et dans quasiment dans le monde entier, en fait, sauf à l'échelle de certains pays. Euh, il faut savoir qu'en fait, il est possible de taxer le kérosène pour les vols intérieurs, que c'est le cas aux États-Unis, en Norvège, en Suisse, euh, au Japon, et que donc ça pourrait totalement être fait en France ou bien à l'échelle européenne, ça aurait encore plus de sens, mais que c'est un manque de volonté politique qui fait qu'on reste à se cacher derrière le fait qu'on ne peut pas, qu'on ne peut soi-disant pas taxer le kérosène. Par ailleurs, effectivement, il y a eu énormément de renflouement suite au Covid du secteur aérien avec des prêts à taux zéro ou et sans contrepartie ni sociale ni environnementale, ce qui malheureusement a fait que au sortir du Covid, eh bien, les compagnies qui avaient été renflouées ont parfois euh, euh, ah, pardon, j'arrive pas à le dire. Parfois se sont séparés d'un certain nombre de leur personnel ou bien ont fait appel à des chaînes de sous-traitance. En tout cas, ont engrangé des bénéfices records sans forcément faire vivre les personnes qui travaillaient pour elles. Et puis, il y a une dégradation des conditions de travail des employés de l'aviation qui s'est constatée à cette période-là. Donc, véritablement, les prix bas du secteur aérien, eh bien, ils sont liés à cette injustice fiscale. Et par ailleurs, une autre injustice systémique que l'on peut mentionner, qui est assez importante, c'est que les émissions de CO2 enfin, les émissions de gaz à effet de serre du secteur aérien ne sont pas bien réglementées. D'une part, il faut savoir que l'aviation internationale est le passager clandestin de l'accord de Paris. En fait, dans l'accord de Paris, alors l'accord de Paris, c'est déjà un truc qui est super nul dans le sens où il est pas suffisant pour respecter le fait de rester sous les 1,5 degré de réchauffement. Ce sont des contributions volontaires que chaque État apporte au pot, et en l'occurrence, il y a pas de contrainte là-dessus, c'est pas contraignant. Mais en plus, ces contributions volontaires, elles ne concernent que les États eux-mêmes et pas les émissions qu'on n'a pas osé mettre, qu'on savait pas où mettre. Et donc c'est le cas de l'aviation internationale. L'aviation internationale est complètement à part de cet accord de Paris, et elle est donc gérée par l'OACI, donc qui est l'Organisation internationale de l'aviation civile, qui va finalement être un peu jugée partie
pour organiser la réduction d'émissions. Euh, et donc, sur la réglementation des émissions, il faut savoir également que donc, les systèmes de réduction d'émissions qui sont mis en place, donc là, ici, Corsia, donc, qui est mis en place par l'Organisation internationale de l'aviation civile, eh bien, en fait, ça se base principalement sur des mécanismes de compensation. Donc, c'est-à-dire qu'on va émettre quand même, mais ensuite on va acheter le droit d'émettre, ou bien on va compenser par des projets qui, soi-disant, doivent reprendre le carbone dans l'atmosphère. Et ces projets-là, enfin cette compensation-là, il est démontré qu'elle est absolument pas satisfaisante, en tout cas qu'elle ne répond pas aux objectifs. Et évidemment, Corsia euh, ne reconnaît pas les effets autres que le CO2. Et finalement, comme ça existe, les États ne font rien pour réglementer leurs émissions, euh, en tout cas leurs émissions intérieures. Et puis le système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne, pour en dire un tout petit mot, eh bien, il ne couvre que les vols intra-Union européenne. Et les vols internationaux vers et depuis l'UE ne sont pas pris en compte. Et là encore, les effets hors CO2, donc les traînées de condensation, ne sont pas non plus couvertes. Ça, c'est des choses que je passe très rapidement tout de suite parce que on les reverra dans la session 3, donc politique de réduction du trafic aérien, qui aura lieu le 3 février, si ça vous intéresse d'entrer dans les détails. Donc voilà, le récapitulatif sur ce narratif en l'air et contre tous, toutes, eh bien, c'est un narratif qu'on peut mobiliser pour expliquer qu'en fait, l'industrie aéronautique, comme la plupart, enfin comme toutes les industries au monde à l'heure actuelle, dans un système capitaliste, elle cherche à maximiser son profit et à s'enrichir, et que donc elle le fait aux dépens, enfin avec les règles qui sont les règles du jeu à l'heure actuelle, et qui sont des règles qui sont pipées et qui sont pipées à son avantage, puisque énormément d'argent public ou d'argent public déguisé par des non-taxations, eh bien, va être injecté dans ce secteur. Et en l'occurrence, c'est très problématique puisque, comme on le disait au début, ça permet à une élite qui est déjà assez riche en général de pouvoir voler. Donc, c'est un peu euh, enfin voilà, c'est un peu une double injustice à nouveau. C'est-à-dire que tout le monde met la main à la poche pour pouvoir faire voler une certaine minorité. D'ailleurs, ça n'est pas dans les slides parce que c'est plutôt une réalité locale, mais c'est exactement la même chose avec euh, les aéroports régionaux. Les aéroports régionaux en France sont subventionnés par de l'argent public, ou bien parfois ce sont des compagnies aériennes qui sont subventionnées pour ouvrir des lignes parce qu'on estime que ces lignes-là vont permettre de faire rayonner le territoire, de générer une attractivité économique, etc. Et en fait, à nouveau, ce sont donc les contribuables, tous les contribuables qui sont eh bien, appelés à contribuer pour une activité qui va concerner une minorité de la population. Voilà pour ce deuxième narratif. Je passe au troisième narratif, donc qui fait partie de cette formation. C'est l'avion vert, c'est à terre. C'est le narratif autour du greenwashing, tout simplement. Et c'est notamment quelque chose qu'on verra plus en détail la semaine prochaine. Je veux juste vous dire quelques mots là-dessus. Donc, pour vous expliquer qu'en gros, le secteur aérien passe son temps à mettre en avant un certain nombre de soi-disant solutions technologiques qui seraient à même de résoudre le problème, donc de limiter les émissions du secteur et donc de lui permettre de continuer son business as usual. Ces soi-disant solutions sont malheureusement
ni suffisamment efficace, ni suffisamment rapide, ni suffisamment fiable pour réduire les émissions. Et en fait, leur mise en avant relève la plupart du temps d'un greenwashing assez éhonté qui vise justement à maintenir le statu quo, donc à continuer à faire du profit sans que les gens ne se posent trop de questions. Et ça marche assez bien puisque les gens ont envie de faire confiance au secteur et ont envie de continuer à prendre l'avion. Donc, ça arrange tout le monde qu'on dise oui, mais il y aura un avion à hydrogène dans X années. Au passage, on a bien vu que l'avion à hydrogène, ça ne serait pas pour ce siècle et que donc ça ne consistait aucunement en une solution puisque le problème, il se pose maintenant et c'est maintenant, euh, et dans les 10 années à venir, qu'il faut réduire les émissions. Donc voilà, donc les gains d'efficacité qui sont souvent mis en avant par le secteur donc sont systématiquement absorbés et dépassés par la croissance du trafic et d'autant plus avec la croissance que le secteur se promet à l'heure actuelle. Les avions électriques, c'est vraiment une anecdote. Ils sont tout petits, ils sont adaptés uniquement pour des vols de très courte durée. Donc on y reviendra, mais c'est vraiment pas une solution. L'avion à hydrogène, bien évidemment, enfin là aussi c'est pas une solution, notamment parce que les défis technologiques sont trop importants et que l'année d'arrivée d'un éventuel avion à hydrogène ne correspond pas avec la résolution du problème qui se pose à nous. Puis, la solution préférée du secteur à l'heure actuelle, ce sont les biocarburants ou agrocarburants, donc les carburants alternatifs, soit fabriqués à partir de déchets ou de cultures, euh, ou bien des carburants synthétiques. Toutes ces solutions-là, en fait, pardon, elles ne sont pas, on ne peut pas les mettre à l'échelle. Donc globalement, il y a pas assez de ressources pour pouvoir en produire pour eh bien, permettre de faire face à l'intégralité de la croissance que le trafic se promet. Euh, Souvent, elles viennent avec énormément d'autres problèmes, des questions sur la biodiversité, des questions de prédation, des questions aussi de concurrence d'accès aux ressources, puisque si on utilise ces cultures pour ça, on ne les utilise pas pour autre chose, ou si on utilise ces terres agricoles pour ça, on ne les utilise pas pour autre chose. Alors que la question de voler va devenir progressivement enfin, la question de se nourrir doit être prioritaire par rapport à la question de voler, selon nous. Et même chose pour la compensation carbone, qui n'est pas une solution. Mais j'y reviendrai vraiment plus en détail lors de la formation de la semaine prochaine. Donc, en un mot, ce narratif-là, vous pouvez le mobiliser pour expliquer que, en fait, l'avion vert, ça n'existe pas, ou alors c'est le train, et que donc c'est à terre, et que les développements techniques, les solutions technologiques qui sont mises en avant par le secteur, elles ne sont pas du tout suffisamment fiables, suffisamment rapides, comme je le disais, pour rester sur une trajectoire de 1,5 degré. Par ailleurs, donc les agrocarburants, la compensation, qui sont souvent mis en œuvre dans les pays du sud global, eh bien, vont être une forme de colonialisme carbone. Euh, donc, en fait, on va essayer de mettre en œuvre des solutions à d'autres endroits du globe pour pouvoir continuer à faire voler des personnes dans les pays les plus riches. Et par ailleurs, toutes ces solutions-là, elles sont instrumentalisées par le secteur pour détourner l'attention de la seule solution qui soit à notre portée à l'heure actuelle. Et là, c'est pas nous qui le disons, hein, c'est vraiment tous les rapports scientifiques sur le sujet depuis 6 ans qui disent que il faut réduire le trafic aérien pour pouvoir espérer rester sous la barre des 1,5 degré, voire des 2 degrés maintenant. Euh, donc, euh, donc
Par exemple, le rapport sur lequel je vous renvoie, qui me semble le plus intéressant sur le sujet, c'est le rapport de l'ADEME, donc les scénarios de décarbonation du secteur aérien, mais il y a aussi le référentiel aviation et climat de l'ISAE Super-Héros. Voilà. Donc ça, c'est notre narratif. L'avion vert, c'est à terre. Et cette slide me permet eh bien, une petite transition vers les solutions. Puisqu'il n'y a aucune solution apparemment, on est bien embêté. Mais il se trouve qu'effectivement, des solutions, il y en a plein. C'est juste que le secteur refuse de les considérer. Pourquoi il refuse de les considérer? Eh bien parce que en l'air et contre tous, son objectif, c'est de continuer à maximiser ses profits et donc de continuer à faire voler le plus d'avions possible. Mais pourtant, en fait, il faudrait réduire la voilure et utiliser l'avion quand il est nécessaire, quand il est indispensable. Donc bien sûr pour des évacuations sanitaires, bien sûr pour des vols humanitaires, bien sûr pour aller voir sa famille, c'est indispensable. Par contre, il y a tout un tas de vols à la con. Donc pour aller faire un week-end de shopping ou pour aller faire du tourisme euh, de, pardon, de la dernière chance pour aller voir les glaciers fondre, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc pour ça, il faut un ensemble de mesures qui permettent de réduire le trafic aérien. Et donc cette slide, elle vous montre quelques mesures parmi plein d'autres. Il n'y a pas une seule solution miracle qui permettrait de réduire le trafic. Par contre, effectivement, il faut appuyer sur différents leviers. Donc, il faut par exemple interdire les programmes de fidélité de l'aérien. Il faut taxer éventuellement les grands voyageurs, donc les voyageurs les plus fréquents. Plafonner le trafic aérien dans les aéroports, ce serait aussi une bonne chose pour pouvoir en fait réduire. Euh, Évidemment, ne plus étendre les aéroports, limiter la publicité pour les voyages aériens, etc. Et donc finalement, ce sont toutes ces... et aussi les mesures fiscales, bien évidemment. J'ai parlé de taxer les grands voyageurs, mais taxer le kérosène aussi serait important. Donc, ça, ce sont des exemples de mesures pour lesquelles eh bien, le réseau resté sur Terre se bat. Et donc, on a parfois des campagnes où voilà, on va mettre en avant telle ou telle mesure en fonction des opportunités de victoire sur ces mesures. Et il y a une mesure en particulier aussi qui est importante à rappeler, eh bien, c'est de promouvoir les alternatives, puisque certes, si on ne prend pas l'avion, on ne peut pas forcément traverser rapidement un océan. Par contre, on peut quand même voyager. Ne plus prendre l'avion, ça ne veut pas dire la fin du voyage. Et donc, la question finalement de reconsidérer d'autres modes de dépaysement par le fait de prendre le train de nuit, ou bien par le fait d'aller moins loin et de faire un voyage à vélo, par exemple. Ce sont des solutions qui sont indispensables à avoir en tête. J'y reviens dans le dernier narratif tout à l'heure. Euh, donc voilà, donc pour synthétiser, l'avion vert c'est à terre, eh bien, c'est le narratif autour du fait que voyager peut se faire différemment et que les solutions technologiques mises en avant par le secteur empêchent de penser une réduction du trafic aérien, euh, alors que c'est pour le moment la seule solution à notre portée et qui nous permettent dans les temps d'enclencher une réduction d'émissions pour ce secteur. Avant-dernier narratif, j'espère que vous tenez le coup. Je parle beaucoup, c'est un peu dense, désolé. Mais ça va aller très vite puisqu'il n'y a plus beaucoup euh, Enfin, il n'y a plus beaucoup à vous dire. On a vu déjà, on a tiré pas mal de tiroirs grâce à ces trois premiers narratifs. Euh, Atterrir en douceur, eh bien, c'est le narratif qui parle de transition juste pour les salariés du secteur. Puisque ce que nous disons, c'est que, qu'on le veuille ou non, le trafic aérien va décroître. Même si le secteur se promet encore de beaux jours,
il se trouve qu'il va être confronté à une limite physique qui est la raréfaction des ressources et en particulier du pétrole, et que même s'il essaye de chercher des substituts à droite à gauche, les solutions ne sont pas forcément matures, mais en plus le renchérissement des coûts du billet va faire que forcément ce secteur va se contracter à un moment ou à un autre. Et donc, ce que nous disons, eh bien, c'est qu'il faut préparer cette contraction. Il faut donc faire en sorte de ne pas mettre les salariés du secteur comme si c'était une variable d'ajustement pour celui-ci. Et donc, il faut une protection sociale, une création d'emplois alternatifs et une formation professionnelle pour pouvoir bifurquer et arrêter de former ou d'employer dans le secteur aérien pour justement ne pas créer de nouveaux postes qui seront ensuite en danger. En particulier, l'argent des contribuables ne devrait pas servir à étendre l'emprise du secteur aérien. Et il faut donc réduire la voilure, réorienter les infrastructures et les industries aéronautiques. Donc ça, c'est tout le narratif que je vous présenterai lors de la session du 10 février. Il faudra... Enfin, euh, ouais, je décrirai bien plus en détail ce que ça signifie en fait une transition juste. Euh, et, euh, et voilà, donc globalement, vous avez sur la slide les différents éléments qu'on abordera à ce moment-là. Euh, En particulier, je pense qu'un des points qui est essentiel à avoir en tête, c'est que ce narratif, il signifie qu'en fait, les travailleurs et travailleuses qui ont construit l'industrie aéronautique, et ben, en fait, ont donné de leur personne et qu'elles ont le droit, elles méritent d'être protégées et que c'est inadmissible, en fait, de la part du secteur de considérer que, eh bien, disons, après moi le déluge, donc d'essayer de maximiser les profits et d'augmenter la taille du secteur le plus possible maintenant sans préparer l'avenir. Et on peut penser à des secteurs comme les secteurs de l'énergie, le charbon ou le pétrole, qui eux aussi sont face à des enjeux de transition très importants pour essayer justement de trouver des solutions pour ces personnes. Et enfin, dernier narratif, donc c'est le narratif Profiter pleinement du voyage, qui invite à se poser la question de pourquoi et comment on voyage. Euh, donc, dans un monde qui se contraint, en fait, eh bien, le train en particulier, mais d'autres modes de transport aussi, sont un excellent moyen de ralentir et de se reconnecter à l'essentiel. Donc ça, c'est une citation de Vivek Gilani, qui est l'une de nos, enfin, qui travaille pour l'organisation Sea Balance en Inde, qui est l'un de nos membres. En fait, là, c'est l'idée donc de considérer que ce n'est pas parce qu'on vole pas qu'on n'a pas droit au dépaysement, au voyage, et à l'inverse, ce n'est pas parce qu'on vole qu'on est libre. Moi, j'ai toujours l'impression, par exemple, enfin, avant, quand je prenais l'avion, que je me retrouvais dans des auberges de jeunesse avec des personnes d'une part qui me ressemblait beaucoup, mais parfois que je connaissais déjà, en fait, parce que tout le monde va au même endroit, coche les mêmes cases, dans le Lonely Planet, fait les mêmes trucs, et que finalement, ça n'est pas ça, l'aventure, ça n'est pas ça, le voyage, ça n'est pas ça, la liberté. Euh, et ça n'est absolument pas ça, le fait de rencontrer une culture ou un pays. Euh, et donc, en se débarrassant de cette manière de voyager très stéréotypée, eh bien, on fait justement un pas de plus vers notre humanité et vers le monde. Donc, avec l'idée de voyager différemment, donc moins loin, ou bien avec un autre mode de transport qui ne soit pas une simple téléportation.
et également ne pas voyager si on ne le souhaite pas. C'est un peu, ça peut paraître paradoxal, mais il y a finalement énormément de personnes qui se déplacent soit parce qu'elles sont contraintes par leur travail, soit parce que elles obéissent à une forme de pression sociale. Et donc, on invite aussi dans ce narratif à se re-questionner autour des motivations liées au voyage et à la mobilité et ne pas considérer non plus que tout voyage est forcément bon. Euh, voilà. Et je crois que c'est tout pour ça, pour ce dernier narratif. Donc, euh, je vous récapitule les 5 narratifs euh, qui donc m'ont permis de vous faire voyager à travers pas mal de notions quand même. Nous avons donc En l'air et contre tous, autour du profit. Destination commune, qui est le narratif socle sur pourquoi est-ce que... Enfin, on est tous dans le même bateau, mais pas de la même manière, globalement. L'avion vert, c'est à terre, avec cette question autour des solutions technologiques qui ne sont pas suffisantes et de comment réduire les émissions du secteur. Atterrir en douceur, donc le narratif autour de la transition juste des salariés du secteur et profiter pleinement du voyage. Voilà pour cette première formation. Je, je suis arrivée au bout, donc je vous propose de me poser des questions si vous en avez. Et puis, oui, vas-y Eric. Enfin, si tu veux prendre la parole, ou bien sinon tu peux écrire dans le chat aussi, enfin, comme tu préfères. Je t'entends pas, par contre, peut-être que ton micro n'est pas Oui, activé. merci. Tu m'entends? Eh ben, moi, ça va être très rapide. Bah, déjà, vraiment un grand merci pour cette formation. Je sais que ce sont des slides que vous utilisez, vous êtes plusieurs à utiliser, mais vraiment, ta formation, le rythme que tu as utilisé, le ton de la voix, ça permet vraiment de prendre son temps pour que ça infuse. Donc vraiment bravo. Et puis moi je retiens qu'il faut une transition juste et pas mettre les salariés en danger si on veut vraiment réduire drastiquement le trafic. Et j'ai vraiment apprécié le fait qu'au début, tu n'utilises pas le mot écologie, mais économie. Je trouve que c'est un mot beaucoup plus fort et ça englobe plein de choses. Tu as dit, on a besoin d'une autre économie. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci Eric. Et oui, preneuse de vos retours aussi à l'écrit si en avez. Et pour cette question de la transition juste, nous, on est conscient que c'est au cœur des mécaniques qu'il va falloir enclencher. Pour autant, on ne veut pas parler à la place des salariés. Et donc, on le verra ensemble lors de la session sur la transition juste, mais c'est un réel enjeu d'avoir davantage de personnes issues du secteur ou bien proches du secteur ou bien en lien avec, enfin, qui viennent d'autres secteurs mais qui sont connexes, par exemple sur le tourisme, pour pouvoir infuser tout ça et pour arriver à trouver des contacts. Voilà. Merci Anthony pour ton retour. Merci Jean. Je suis contente que vous me disiez que c'était inspirant. C'est pas que je veux faire ma maline, mais comme je suis assez malade, j'avais vraiment très peur de pas être à la hauteur. Mais tant mieux si ça vous a plu, si ça vous a intéressé. Je vous envoie très prochainement du coup la présentation et les différentes sources. Si vous avez des questions sur les chiffres ou sur pourquoi on dit telle chose et pas telle autre, faudra pas hésiter aussi à me faire la remarque. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Et, euh, et je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt, j'espère. Salut tout le monde, bonne soirée, Bonne au soirée, revoir. Charlène, et merci beaucoup. À bientôt. Bonne À soirée, merci. bientôt, salut. Merci beaucoup, bonne soirée.